Merci pour votre fidélité à New World Economy. Le développement local et participatif constitue de nos jours un vecteur essentiel dans le plan de développement global d'un pays. Rovi Sika, présidente fondatrice de Light Children Association, elle est notre héroïne de la semaine. Un grand plaisir pour nous, Rovi Sika, de te recevoir sur nos plateaux à New World. Comment tu vas? Je vais bien, plaisir partagé. Bonjour Coco, bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Naturellement pour nous autres, cette semaine est décrétée semaine donc de Rovi Sika au travers donc de plusieurs actions que tu mènes sur le terrain, et cette émission Éco-Jeune se veut une émission qui met beaucoup plus en lumière les efforts de la jeunesse au pays d'abord et sur le continent. Alors est-ce que tu permets à ce que nos téléspectateurs puissent te connaître davantage? Merci, je suis Sika Light Akosiwa Rovi. Je suis présidente de Light Children Association, qui est une organisation qui vient en aide aux enfants en situation de rue pour leur insertion socio-professionnelle. Donc avec un background en développement local. Donc je suis également chargée de programme dans une organisation de développement. Ça fait beaucoup on va dire, beaucoup d'arc pour toi seul. Alors, qu'est-ce qui t'a déjà motivé en un premier temps d'aller vers le développement local? Et à un moment donné, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette association qui aujourd'hui promeut ou bien accompagne les enfants? Le développement local, parce que j'ai toujours eu à cœur de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes, surtout des couches vulnérables et défavorisées. Et donc, quand il était question de choisir une option à l'école, j'ai tout de suite trouvé que cette option me permettrait d'être au milieu de la rédaction, du développement des projets, programmes qui pourront certainement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes. Alors super, quel a été ton parcours sur ce plateau? Je pense que cette émission se veut également pédagogique pour les jeunes qui nous suivent. Ça a été comment jusqu'à ce que tu te retrouves aujourd'hui en train de gérer beaucoup de choses, en train de gérer une association avec des partenaires derrière? Comment ça a été ce parcours? Dites-nous un peu. Alors il faut dire qu'après le bac, j'ai participé au concours de l'École nationale de formation sociale, ENFS. Donc après ce concours, j'ai été admise et j'ai fait les 3 années. Donc après les 3 années, déjà après la première année, on avait la possibilité de choisir notre option sur 3. Donc cette école existe toujours aujourd'hui? Oui, c'est l'École nationale de formation sociale. C'est en face de l'ISICA à l'université de Lomé. Oui, c'est communément appelé Affaires sociales. Mais avant c'était Affaires sociales pour le cycle 1 et le cycle 2. Donc le cycle 1 pour le niveau BPC et le cycle 2 pour ceux qui ont le bac, et c'est toujours sur concours. Et donc le ministère de l'Action sociale forme là-bas en 3 options. Il y a le développement local participatif, ce que moi j'ai fait. Il y a l'assistance sociale, parce qu'on voit les assistants sociaux, eh bien ils suivent une formation en bonne et due forme dans une école. Et il y a également l'option d'éducation spécialisée où nous sommes formés à mieux nous occuper des enfants handicapés ou des personnes en situation de handicap. Super. Alors aujourd'hui, en voyant un peu ton parcours, et est-ce que c'est ton satisfait total que tu pourras donc manifester sur le plateau, ou ça a été quand même un parcours jonché de beaucoup de défis, beaucoup d'épines et de ronces? Alors on peut parler de parcours sans difficulté, et comme tout parcours, il y a eu des défis, et des défis qui commencent pour tout étudiant quand il est question de choisir l'option ou de choisir ce qu'on voudrait faire plus tard. Donc pour moi, c'était d'abord le premier critère. Et le premier défi, et pour pouvoir faire un choix, je me suis basée sur ce que je voudrais faire à l'avenir, c'est-à-dire m'occuper des personnes vulnérables. Et donc, il fallait choisir une option qui me permettrait véritablement de faire ça après. Et les défis, notamment après les études, il faut commencer par travailler et tout. Donc, il y a eu tout ce parcours-là. Mais ce que je retiens de ce parcours, c'est de bien faire ce qu'on nous confie. Parce qu'aujourd'hui, alors, je me présente comme chargée de
de programme, c'est parce que entre-temps, j'étais assistante programme, assistante projet. Et petit à petit, aujourd'hui, je suis chargée de programme. Et c'est aussi parce que j'avais toujours eu à cœur de bien faire ce qu'on me confiait comme responsabilité. Alors, bien faire, ça ne voudrait pas dire que j'avais la totalité de la connaissance, mais c'était ce désir-là de toujours apprendre à mieux faire, apprendre des autres, apprendre des aînés, s'améliorer et aussi se concentrer parce que visant un avenir meilleur, j'ai tout de suite compris qu'étant jeune, il fallait que je me concentre beaucoup parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Super. Donc, si pendant ce temps, peut-être que je ne m'étais pas beaucoup concentrée sur l'essentiel, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là. Naturellement. Voilà. Alors, pourquoi, c'est vrai, Light, c'est ton nom, on pourra le dire, mais c'est le prénom, autant pour moi. Mais quand on parle aujourd'hui donc de Light Children Association, pourquoi spécifiquement les enfants et les enfants vulnérables? Pourquoi? Les enfants vulnérables, parce que j'ai aussi eu un parcours, je dirais pas un parcours atypique, mais un peu qui ressemble au parcours de certains enfants en situation de rue, où très tôt j'ai compris qu'il fallait que je prenne mes responsabilités, pas parce que les parents n'étaient pas là, mais parce que personnellement, papa avait eu des soucis de santé, des défis de santé. Donc, étant l'aîné, tout de suite, je me suis retrouvée un peu à jouer un peu le rôle de papa, maman et tout. Mais à côté, j'avais des amis qui, eux, n'avaient carrément pas des parents. Donc, c'était soit des amis orphelins, des amis dont les parents n'assumaient pas leurs responsabilités. Et je voyais un peu ce que ça donnait. Quand tu as une très bonne moyenne en 6e et que en 5e, tu as eu blâme pour le travail dans une école, simplement parce que tu n'as plus eu le soutien des parents, tu comprends tout de suite que la vie de ces enfants, ce n'est pas aisé. Super. Et donc, étant grande, j'ai décidé d'accompagner d'autres enfants pour qu'ils puissent avoir les conditions nécessaires pour étudier et avoir un avenir meilleur. Super. Alors, nous saluons déjà l'effort donc de la réalisation qui nous permet de pouvoir suivre de près quelques images des actions qui ont été menées tout au long de ces dernières années par Light Children Association, dont vous êtes la présidente et en même temps la fondatrice. Alors, quelles sont les activités que vous avez pu mener tout au long donc, de ces 2-3 dernières années et quel impact ces activités ont laissé sur le terrain et beaucoup plus dans la vie de ces enfants et également des adolescents, c'est bien ça? Oui. Alors, il y a de cela 6 ans déjà qu'on travaille. Mais sur 6 ans? Oui, 6 années déjà qu'on travaille. C'est beaucoup, mais, oui, c'est beaucoup. Mais sur ces 6 années, parlant des 3 dernières années, nous pourrions dire que cette 3 dernières années ont porté beaucoup de fruits parce que pour nous, le plus important, c'est que ces enfants sortent de la rue et qu'ils apprennent un métier. C'est pour cela que nous parlons de la réinsertion socio-professionnelle. Et donc, nous pouvons dire que les 3 premières années, nous étions concentrés beaucoup plus sur le counseling, les conseils, aller à la plage, parler avec eux. Et nous saluons... les enfants vulnérables qui sont souvent qu'on retrouve. Voilà, les images montrent ça, au feu tricolore, voilà, à la plage, au marché. Tout ça. Exactement. Donc, nous avions trouvé des créneaux des dimanches après-midi où nous les rencontrons à la plage, où nous discutions des différents... Je vois, vous les faites même manger. Hein? Oui, ils mangent, bien sûr. Et c'est vraiment grâce au soutien des donateurs. Et donc, ils mangent. Et après avoir mangé, justement, nous leur parlons des différents corps de métiers qui existent. Voilà. Et de la possibilité de retourner à l'école pour ceux qui veulent. Alors, pour ceux qui veulent, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons en synergie d'action avec d'autres organisations qui font la même chose. Et c'est le lieu de remercier toutes les structures qui travaillent avec LCA. Et donc, pour ceux qui sont spécialisés dans l'accompagnement scolaire, nous orientons les enfants vers ces organisations. Super. Mais pour ceux qui veulent apprendre un métier, nous continuons le processus avec eux où nous les aidons à définir leur projet de vie, ce qu'ils veulent faire. Et la Chambre régionale de métier nous accompagne en envoyant des patrons et patronnes qui viennent également prodiguer des conseils et parler des différents corps de métier. Et quand les enfants sont prêts, alors nous trouvons des parents qui sont aussi favorables à accueillir ces enfants-là pour l'apprentissage de médecine. Et donc, pour ces 3 dernières années, nous avions eu essentiellement à faire 3 grandes activités. La première activité, c'est le repas mensuel que nous faisons. Le repas mensuel? Oui.
Parce que pour pouvoir parler à ces enfants, il faudrait quand même qu'ils soient rassasiés et après vous pourriez parler. Oui, parce qu'on ventre affamé n'a point d'oreille. Point d'oreille. Okay. Donc, chaque mois, nous nous retrouvons à un endroit stratégique et nous discutons avec eux. Et voilà. Donc et ça se passe plutôt bien parce que ces enfants, entre parenthèses, de rue, ce n'est pas aussi aisé de pouvoir déjà arriver à les contenir, à les faire asseoir. Oui. Et je pense que s'il y a la nourriture à côté, ça peut aussi jouer un rôle important. En fait, Coco, ce n'était pas que de la nourriture, mais c'est parce qu'ils ont aussi remarqué que nous ne les jugions pas. Okay. Parce que souvent, nous les stigmatisons, nous y allons avec des préjugés. Okay. Ce sont des enfants avant tout. Et s'ils ont, ils sont maintenant dans la rue et qu'ils développent des caractères ou des comportements qui ne sont pas favorables à la société, c'est parce que nous avions tous contribué à cela. Donc, quand nous y allons en tant que des grandes sœurs, des grands frères. Nous sommes venus parler avec vous. Wow. Nous ne sommes pas venus... les juger. Non, sans les juger, que ce soit des filles ou des garçons, même des filles avec des codes vestimentaires un peu compliqués, mais nous ne les jugeons pas. Donc, nous discutons avec eux tranquillement, dans leur jargon, dans leur langage et tout. Et il y a d'abord ce climat de confiance que nous établissons entre les enfants et nous. Et c'est seulement qu'après ça que nous arrivions à leur parler. Et après, petit à petit, ils ont confiance et ils se confient. Et là, on continue le processus. Wow. Donc, il y a cette grande activité que nous avions eu à faire toutes ces années, le repas mensuel avec les enfants. À part le repas mensuel, il y a toutes les activités de célébration. Okay. Donc, célébration de la journée de l'enfant africain, journée internationale de l'enfant en situation de rue. Et donc, pour toutes ces grandes célébrations... Vous partagez ces moments avec eux? Avec eux, toujours. Avec eux, et nous invitons le ministère de l'Action sociale, les mairies. L'autre fois, c'était avec la mairie du Golfe 1. Donc, il y a toutes ces activités et aussi des périodes festives. Okay. Donc, nous sommes toujours avec eux pour qu'ils se sentent en famille et pour qu'ils se sentent aimés également. Et la troisième grande activité que nous avions toujours eu à faire avec les enfants, c'est la signature des contrats d'apprentissage pour ceux qui sont prêts. Okay. Et là, vraiment, nous pourrions dire que c'est notre activité étoile parce que quand nous venons à cette activité, c'est qu'on a déjà franchi un peu... Des étapes et tout ça, là, l'enfant était accompagné. Exactement. Et, wow. Voilà. Et là, nous voudrions saisir cette opportunité pour remercier la Chambre régionale de métier qui nous accompagne énormément et avec des patrons véritablement qui sont disposés à aider ces enfants-là à retrouver l'espoir pour un lendemain meilleur. Donc, ce sont à peu près ces trois activités que nous faisons. Et pour les statistiques, si tu permets, s'il te plaît, pour les statistiques à ce jour, pour ce qui concerne les enfants, les activités mensuelles, nous avons en moyenne 80 enfants qui bénéficient mensuellement d'un repas quotidien. Wow. Pour ce qui est des célébrations, nous avions en moyenne plus de 250 enfants qui participent aux différentes célébrations parce que c'est une mobilisation générale. Et pour ce qui est de l'apprentissage, à ce jour, il y a 7 enfants en situation de rue qui apprennent des métiers. On a des électricités, plomberie, on a ceux qui apprennent la coiffure, ceux qui apprennent la couture et ceux qui apprennent le ferraillage. Voilà. Oui. Alors, Sika, aujourd'hui, comment ça se passe sur le terrain lorsque vous allez pour déjà faire la phase de sensibilisation après? Comment est-ce que ces enfants-là sont accompagnés jusqu'à ce qu'ils soient insérés? Comment ça se passe? Alors, nous travaillons avec des organisations, en l'occurrence Marem. Okay. Donc, Marem est déjà à la rue, il y a là des années, plus de 20 années à la rue. Donc, quand nous identifions les enfants, nous confions ces enfants à l'ONG Marem. Okay. Donc, l'ONG Marem ayant un endroit à la rue, donc nous donnons rendez-vous à ces enfants et ils viennent chaque jeudi pour les séances de sensibilisation. Nous les écoutons et nous les aidons pour la rédaction de leur projet de vie. Et ça, c'est vraiment une étape que ça peut prendre pratiquement une année, de 6 à une année. Tout dépend de la volonté de l'enfant. Et parallèlement, nous essayons de voir si c'est possible que l'enfant retourne à la maison. Parce que le meilleur cadre pour l'éducation d'un enfant, c'est sa famille. Parfois, ce ne sont pas de grands problèmes qui poussent l'enfant à retourner dans la rue. Autrement dit, il y a des familles qui sont toujours disposées à accueillir leurs enfants. Donc, le tout dépend des enfants parfois. Donc, nous essayons parallèlement de voir si c'est possible que l'enfant puisse retourner en famille. Et quand ça marche, pour la plupart du temps, pour nous, c'est déjà bien. Et parallèlement à cela aussi, nous voyons déjà quel patron peut être intéressé par cet enfant pour accompagner cet enfant-là. Et quand tout ce processus, ça finit, là, nous revenons vers l'enfant pour lui faire un peu le feedback. S'il faut retourner à la maison, demander pardon et tout, on le fait. Si ce n'est pas possible aussi, on l'informe de la possibilité d'être chez un patron et on signe le contrat et c'est le début.
Super. Alors aujourd'hui, quels sont les partenaires? Et certainement tout au long de ce programme, je t'ai écouté sur ce plateau, vous avez eu quand même des appuis. Ce n'est pas forcément, pas toujours des appuis financiers, mais il y en a qui vous ont accompagné techniquement. Oui. Il y en a également aussi qui ont peut-être injecté de petits sous, qui vous ont fait confiance depuis le début. Je pense également que c'est l'occasion de pouvoir saluer, remercier tous ces partenaires, tous ces bons cœurs-là qui soutiennent cette vision. Merci Coco. Il y a d'abord les membres qui ont beaucoup cru en cette vision. Okay. Et à part les membres, il y a l'association Terreau Fertile qui nous a accompagnés. Madame Donkor, oui, qui est un grand partenaire de l'IT de l'Association, qui depuis 2020 nous accompagne et récemment qui a accepté d'accompagner 5 enfants pour leur insertion socio-professionnelle, une prise en charge totale. Et oui, nous remercions également Marem qui fait vraiment le travail technique avec nous parce qu'ils ont de l'expérience en la matière. Et il y a d'autres organisations également. Mais Coco, nous voulions remercier également le gouvernement qui fait un grand travail à travers le ministère de l'Action sociale. Et travailler et voir à côté que nos efforts sont soutenus par le gouvernement, c'est véritablement encourageant. Et récemment également, nous avions eu un lot de vivres pour les enfants à l'occasion de la célébration de la fête d'année. Un lot vraiment qui permettrait aux enfants d'avoir de quoi se nourrir pendant un bon bout de temps. Donc nous voulions à travers ceci remercier le ministère et également Madame la ministre du Développement à la base qui véritablement exactement qui personnellement a toujours encouragé l'IT Drone Association. Merci. Alors nous saluons donc Madame Assi au passage qui est aujourd'hui en charge donc de ce ministère et également le ministre délégué Fofana. Oui, Monsieur Fofana et Madame Dogbe également. Oui, Madame Dogbe, la PM. Oui. Super. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Quel est aujourd'hui le conseil que Rovi Sika pourra donner à tous ces jeunes-là qui nous suivent dans cette émission? Nous sommes en début d'une année où beaucoup commencent par planifier leur année. Si nous voulons, d'ici la fin de l'année, arriver à faire comme toi, arriver à avoir les résultats que tu es en train de faire aujourd'hui sur le terrain, quels sont les pas que nous pouvons poser? En fait, le tout n'est pas de planifier. Il faut planifier et poser les actes également. Exactement. Donc, à tous nos frères et sœurs jeunes, je voudrais juste nous exhorter à mener chaque petit pas qui pourront nous aider à atteindre chaque petit pas. Chaque petit pas. Okay. Chaque petit pas, parce que ma première sortie pour ces enfants-là, je n'avais rencontré qu'un seul enfant avec lequel j'ai discuté et qui m'a mené vers les autres enfants, vers leur réseau en fait. Donc j'avais juste parlé à un seul enfant. Déjà seul. Oui, seul dans la nuit après le boulot, parce qu'ils sortent la nuit les enfants pour faire des petits boulots. Mais là aujourd'hui nous sommes ici et assurément que ce n'est pas encore fini, ça continue tout par la grâce de Dieu, mais c'est juste nous encourager à faire chaque petit pas qui pourrait nous mener vers l'objectif, parce que c'est important de morceler l'éléphant. Quand on parle d'éléphant à manger, c'est trop grand, mais quand on morcelle l'éléphant en morceaux, c'est plus adaptable et facile à manger. Donc de mener chaque petit pas et surtout de ne pas se décourager, parce que là dans notre contexte, quand tu accompagnes un enfant et après 2 ans l'enfant retourne à la rue, ça devrait décourager et ça fait extrêmement mal, mais nous avions toujours continué parce que nous continuons pas à avoir espoir et voilà le courage, et nous savons que demain sera meilleur. Nous savons que demain sera meilleur. Alors, quelle a été ta plus belle expérience dans l'accompagnement de ces enfants? Quel est cet enfant-là qui t'a beaucoup plus marqué et que tu pourras peut-être partager avec nous en guise peut-être d'histoire de fin sur ce plateau? D'accord. Alors, il y a un des enfants dont je tais le nom. Et son histoire particulièrement est un peu mon leitmotiv pour soutenir les autres enfants. Parce que c'est un enfant qui, a priori, en voulait énormément à son papa d'avoir été l'auteur du décès de sa maman. Donc papa, maman séparés et juste après quelques temps maman décède et après il s'est retrouvé à la rue et il ne voulait plus du tout voir son papa ni entendre parler de son papa. Et donc pendant tout ce temps nous faisions les counseling, comme il ne voulait pas entendre parler de son papa, parallèlement on parlait aussi avec son papa, mais qui nous a vraiment expliqué des réalités qu'un enfant ne pouvait pas comprendre à son âge, parce que pour lui c'était un fait. Papa est parti, maman est décédée. Je me retrouve dans la rue avec mes amis. Mais ce qui a vraiment été touchant, c'est que le jour de la signature de son contrat, on avait fait venir son papa. Et quand il a vu son papa, c'est vrai qu'il était un peu préparé, le pardon et tout, mais
quand il a vu son papa, il y avait cette joie-là. C'est vrai qu'on voulait, mais c'était plus fort que nous. Et le papa, il a contribué à l'achat du vélo que l'enfant va utiliser pour aller sur les chantiers parce qu'il voulait apprendre la plomberie. Et c'était vraiment un acte touchant. Et ça nous a donné véritablement l'espoir de ce que même les familles brisées pourront être réconciliées à travers ce que nous faisions. Parce que là, ce n'est pas que seulement l'enfant va en apprentissage, mais on retrouve une famille dont les liens se resserrent. Alors, je retrouve donc cet enfant avec le peut-être pas forcément lui, ce n'est pas lui. Ouais, ça quand même illustre ce dont on est en train de parler. Donc voilà à peu près ce qui m'a vraiment marqué. Nous réconcilions aussi les familles par la grâce de Dieu. Nous réconcilions aussi les familles par la grâce de Dieu. C'était donc Rovi Sika, présidente fondatrice de Light Children Association. Ça a été un plaisir pour nous, ce petit temps que nous avions eu sur le plateau. Et j'espère, c'est également pour moi l'occasion donc de lancer un appel fort à tous les partenaires, à toutes les bonnes volontés qui voudraient contribuer à pouvoir sortir, à sauver des vies. Qui sait, ces enfants aujourd'hui qui semblent être vulnérables pourront également demain contribuer au développement de notre nation. Pourquoi pas présider au destin de notre pays, le Togo. En tout cas, félicitations à toi. Merci, pour Coco. Ce travail qui est fait sur le terrain. Et félicitations à toute ton équipe et bon vent à vous. Merci beaucoup. Pour un développement inclusif, pensons aussi aux enfants en situation de rue. Pour un développement inclusif, pensons également aux enfants de rue. C'est sur ces mots que nous mettons donc fin à cette interview qui a été donc accordée à la fondatrice de Light Children Association. J'ai nommé encore une fois Rovi Sika, qui était donc notre héroïne de la semaine. Nous ferons une toute petite pause et nous revenons dans la deuxième partie avec notre invité du jour. À tout à l'heure. Nous recevons dans la deuxième partie de cette émission Louis Kodjo Vi Anono, manager Eware Group. Il est notre invité du jour. Un grand plaisir pour nous, Monsieur Louis, de recevoir sur le plateau. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, merci. Une occasion à arriver pour nous de vous connaître davantage et présentez-vous donc à nos téléspectateurs. Vraiment, merci déjà pour cette invitation. Je suis Louis Kodjo Vi Anono. Ingénieur d'affaires et expert en réalisation et élaboration de projets énergétiques. Voilà. Je sais qu'au-delà de ça, vous êtes un très grand entrepreneur, même si Eware aujourd'hui est donc à ses débuts. On va commencer par parler aux jeunes, donc sur ce plateau. Si aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, au vu de toutes ces expériences que vous avez eu à faire, si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui nous suivent et qui veulent entreprendre, quel serait donc ce conseil? Bon, déjà, un conseil à donner aux jeunes, c'est que avant de démarrer un entrepreneuriat, surtout en Afrique, au Togo, basé sur mes expériences, il faut toujours avoir le minimum. Le minimum? Le minimum. On ne peut pas commencer à 0 francs, l'entrepreneuriat à 0 francs, comme le dirait quelqu'un. Non, je ne le conseille pas. Okay. C'est pas vrai. Il faut avoir le minimum parce que l'entrepreneuriat a besoin de procédures administratives. Okay. Et ces procédures administratives ne sont pas des procédures qui sont gratuites. Et il le faut pour vraiment développer un business. Même quand vous commencez dans le secteur informel, vous gagnez peut-être de l'argent dans le secteur informel, mais ça ne vous aide pas comme il le faut. Il faut toujours se diriger vers le secteur formel pour vraiment faire les choses dans les normes et être durable dans le temps. Okay. Voilà. Alors, quand vous parlez de le minimum, vous mettez quoi dans ce minimum? Le minimum déjà, c'est pas seulement le volet argent, mais il faut avoir aussi des connaissances. Voilà, il y a de l'apprentissage qui se fait, tout s'apprend pas à l'école. Se lancer déjà en business aussi peut beaucoup vous apprendre, mais il faut avoir le minimum au moins en management, en gestion, si c'est en élaboration de projets. Après, il faut se chercher des formations en élaboration de stratégies de financement, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises. C'est important tout ça avant de se lancer, c'est ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux te lancer comme ça au hasard, mais il y a beaucoup de risques. C'est trop de risques. Voilà, trop de risques. Il faut avoir des stratégies derrière. Il faut avoir un business plan bien élaboré avec des KPI bien élaborés, parce que aujourd'hui, vous vous lancez sans stratégie, sans documentation, sans rien, vous savez, c'est comme
vous ne connaissez pas votre destination. Vous perdez et vous risquez beaucoup. Même si vous avez des financements, ou bien vous avez une famille qui vous appuie déjà derrière, ça ne servira à rien parce que vous n'avez rien mis en place comme stratégie pour pouvoir réussir ce que vous entreprenez. Super. Alors, comment est né Eware Group? Ok, Eware Group, c'est une longue histoire déjà. Ok. Eware Group a été mise en place en 2022. La vision d'Eware Group, c'est de mettre en place des solutions durables à des populations. Parce que aujourd'hui, nous pouvons constater déjà sur le terrain que le système solaire n'est pas une solution accessible à tous déjà. Et prenant le secteur de la mobilité électrique, c'est pas aussi un secteur développé au Togo. Revenant sur le domaine du système solaire, nous pouvons constater que la majorité des personnes ne disposent pas vraiment des moyens, c'est le premier problème, pour pouvoir acquérir le système chez eux à la maison. Et tout cela est basé sur plusieurs critères. Il y a le critère de confiance, parce que il y a la communication qui se fait derrière le truc. D'autres ne parlent pas bien forcément du soleil, ils le voient comme une lampe, tout ça là. Et il y a aussi la question de financement. D'autres le veulent, mais ils n'ont pas le financement qu'il faut pour pouvoir l'acquérir. Donc l'objectif de Eware Group, c'est déjà de mettre en service ces expériences. Moi-même qui ai déjà travaillé sur plusieurs projets avec plus de 10 ans d'expérience, c'est de pouvoir mettre en place des solutions, des prototypes de solutions, des kits solaires que les populations peuvent acquérir facilement. À des coûts vraiment accessibles. Et la qualité surtout. Et aussi l'objectif, c'est d'assainir un peu le secteur, parce que tout le monde se lance dans le secteur, mais pas avec une stratégie derrière. Donc ce qui est donné aux clients fait que le niveau de communication s'empire. C'est que ce on essaie d'améliorer ne s'améliore pas, parce qu'un travail de réglementation n'est pas fait de côté, ou bien un travail d'assainissement n'est pas fait de côté. Donc l'objectif de Eware Group aujourd'hui, c'est de pouvoir satisfaire les clients, les mettre en confiance, leur dire que c'est possible avec le système solaire. Avec un système solaire chez vous à la maison, vous pouvez alimenter tout ce que vous voulez. C'est surtout ça avec le financement, ça va avec le financement qu'il faut, mais le système solaire peut tout vous faire. C'est pas, un système solaire n'est pas une solution limitée. Voilà. Alors, ce qui est important pour nous, comme je l'ai toujours dit, on est quand même sur ce plateau en train donc d'éduquer, d'informer nos téléspectateurs. Souvent, quand on parle donc du système solaire, pour certains, ça va, mais pour d'autres encore, on se pose des questions. Il s'agit en réalité de quoi? En français facile et en mots résumés, comment on peut expliquer quand on parle du système solaire, il s'agit de quoi? Voilà. Lorsqu'on parle du système solaire, c'est de produire de l'électricité à base du soleil. Produire de l'électricité à base du soleil. Tout simplement. C'est comme vous avez aussi votre groupe électrogène, vous mettez du carburant dedans, vous avez de l'électricité. Ici, c'est le soleil qui est votre carburant. Et l'avantage, c'est qu'on ne paie pas le soleil. Le soleil est gratuit. Donc c'est juste l'équipement qu'il faut mettre en place. On peut admettre que l'équipement, le coût d'un groupe électrogène n'est pas équivalent au coût d'un système solaire de qualité, avec le même niveau de qualité, mais quand même il y a beaucoup plus d'avantages à avoir un système solaire que d'avoir un groupe électrogène. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du français facile, c'est un peu de l'ingénierie. Lorsque vous mettez du carburant, en réalité, 1000 francs de carburant dans votre groupe électrogène, vous récupérez 250 francs d'énergie. En réalité, parce que vous avez environ 75% de perte dans le système mécanique du groupe électrogène, l'alternateur tout. Les techniciens vont comprendre. Maintenant, venant du volet du solaire, vous avez des pertes aussi, mais c'est pas trop ça. Au moins, quand vous mettez 100 francs, quand le soleil qui est déjà gratuit, ça veut dire que vous n'achetez même pas la matière première, vous avez de l'énergie gratuitement. C'est que quand vous faites votre investissement et que vous le faites bien, vous avez l'équipement qu'il faut, le bon équipement, vous êtes rassuré, vous allez utiliser votre système correctement. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'information passe suffisamment? Qui peut aujourd'hui utiliser un système solaire? Est-ce que vos cibles, c'est beaucoup plus ceux qui ont déjà les moyens? Pensez-vous qu'aujourd'hui, chaque Togolais a besoin de système solaire chez lui? Et quels sont ses bienfaits? Quel est l'avantage? Déjà,
chaque Togolais doit adhérer au système solaire parce que ça aide tout le monde. Ça aide aussi la compagnie nationale. Ça aide le gouvernement aussi. Parce que le gouvernement a des plans d'électrification. Ça veut dire que, bon, l'objectif du gouvernement, c'est que d'ici 2030, il va atteindre les 100% d'électrification sur tout le continent. Donc, actuellement, nous sommes autour de entre 40 et 50% d'électrification. Donc, comme tout, le plus important, c'est que si les populations aujourd'hui adhèrent à l'utilisation des systèmes solaires, ça veut dire que le déficit d'énergie qu'on a, ça veut dire les coupures qu'on n'a pas à un moment, peuvent être gérées. Parce que ce qui est demandé beaucoup plus en énergie, le gouvernement peut manager déjà avec les moyens de bord qu'il a aujourd'hui. Voilà, ça c'est déjà une solution. Bon, malgré qu'aujourd'hui on a des grands groupes, ça veut dire que des grandes centrales qui sont un peu vulnérables à la disponibilité de la matière première, ça veut dire le carburant. Il est vraiment important que des gens aussi adhèrent au système solaire parce qu'il va arriver à un moment où c'est pas forcément au choix du gouvernement une coupure. Vous voyez, c'est que la coupure peut arriver parce que le groupe n'a pas la matière première qu'il faut. Parce que le Togo aujourd'hui, le carburant n'est pas forcément disponible en tout moment. Même les pays qui ont les sources d'énergie fossiles qu'il faut, le carburant, le diesel, tout ce qu'il faut, ont ce problème. Donc la meilleure solution, c'est que si chacun a son système solaire à la maison, c'est un avantage. Ça veut dire que même si le gouvernement a des difficultés, même s'il y a les solutions qui sont en place pour pouvoir alimenter la population à difficulté, vous avez votre système. Maintenant, allez-y. Un avantage, c'est que déjà le coût. Voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est important pour nous d'avoir une idée. Une idée, voilà. Le coût déjà, c'est... Est-ce qu'on peut avoir une idée? Bon. Ou pas vraiment? Ou ceux qui sont intéressés peuvent venir vers vous peut-être à la fin. Le coût dépendra de la qualité du matériel que vous avez fourni. Donc ça veut dire qu'il y a de différents matériels et leur coût. Voilà. Ok. Et ça, je veux vraiment sensibiliser la population. C'est pas parce qu'on vous propose du moins cher que c'est le bon. Ok. Vous comprenez? Et pour le Togolais moyen, voilà. Combien, dans quelle fourchette on peut être pour avoir un bon système solaire chez soi à la maison? Voilà. Le principe du système solaire, c'est comme il faut jamais vouloir acheter une BMW avec le prix d'une Yaris, par exemple, si je peux le dire comme ça. C'est ce qui fausse des gens. Vous comprenez? Tout le monde peut avoir un système solaire chez lui. Si vous avez 80 000 comme système solaire, ne cherchez pas à aller acheter un système de 300 000. Essayez d'acheter un système de 80 000 qui peut correctement travailler. Super. Le souci, c'est que moi, j'ai acquis un système de 5 kVA, peut-être à le tout fourni, peut-être je l'ai à $5 000, quelque chose comme ça. En France, ça fait autour de 3 millions et quelques. C'est un exemple. Oui. Je l'ai comme ça. Ça m'a choqué le cœur, mais bon, on y va. C'est un exemple. C'est un exemple. Voilà. Vous l'avez comme ça. Un 5 kW. C'est qu'une autre personne va vouloir avoir le même 5 kW peut-être avec 1 million ou bien 1 million 500. C'est là le piège. Si une personne vous l'installe ainsi, c'est qu'il ne vous a pas installé le bon peut-être. Je ne sais pas. Parce que tout le monde peut avoir son matériel avec sa simulation, mais de mon point de vue, un système solaire a un coût standard qu'il faut respecter. Et quand vous vous approchez des experts du domaine, ceux qui maîtrisent vraiment le domaine, ils vous diront ce qu'il faut et ce qu'il faut vraiment faire pour avoir un système. Alors si je comprends bien, avec un système solaire aujourd'hui chez soi à la maison, on a la possibilité de pouvoir l'utiliser comme on a l'électricité, c'est ça? Et s'il arrivait qu'il n'y a pas le soleil, on fait quoi? Voilà. Parce que c'est l'inquiétude de plusieurs. S'il n'y a pas le soleil, est-ce que ça enregistre l'énergie? Comment ça se fait? Voilà. Le soleil n'est pas une source permanente. C'est même la raison qui augmente le coût des systèmes. Sinon, normalement, les systèmes n'allaient pas coûter grand-chose. Au niveau des systèmes, nous avons des batteries. Donc des batteries, bon, la technologie n'a pas encore trop évolué, mais ça avance. Ça avance. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui et on a des batteries à coût abordable aujourd'hui. C'est que le soleil, c'est une source intermittente. C'est que vous l'avez le matin, mais vous ne l'avez pas le soir. Donc le soir, qu'est-ce que vous utilisez? L'énergie que vous produisez la journée, vous le stockez pour pouvoir l'utiliser le soir. Donc le soir, c'est le rôle de la batterie de pouvoir s'assurer que vous avez suffisamment d'énergie pour pouvoir... Donc ça conserve l'énergie que vous déployez dans la soirée. Maintenant, vous n'avez pas forcément besoin de faire un système solaire 100% solaire. Vous pouvez avoir votre circuit et peut-être vous payez 100 000 de facture, 200 000 de facture, vous voulez ramener cette facture peut-être à 50 000 ou bien à 25 000. Vous mettez un système solaire. Comme le solaire est gratuit, automatiquement vous réduisez votre
facture d'électricité. Parce que si vous êtes à 100% solaire, il y a des équipements comme des clims qui ne sont pas forcément adaptés à votre production. Parce que vous avez peut-être une maison qui n'a pas beaucoup de choix, mais vous voulez utiliser des clims 100% solaire, ça ne va pas marcher. Parce que en réalité, le solaire, c'est les modules. Les modules que je dis là, c'est les panneaux, en langage classique. Mais quand vous n'avez pas suffisamment de panneaux, vous ne produisez pas suffisamment d'énergie. Quand vous n'en produisez pas suffisamment en journée, vous n'allez pas en consommer. C'est un peu ça. Vous consommez ce que vous produisez. Donc, en réalité, le système solaire, c'est en fonction de la surface que vous avez chez vous et ce que vous produisez. Voilà. Alors, super. Nous revenons encore une fois donc à Ewari Group. Aujourd'hui, comment ça se passe sur le terrain? Quelles sont donc les potentielles personnes qui viennent à vous? Et quel sera donc vos mots à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission et qui sont naturellement intéressés donc par vos services? Ok. Aujourd'hui, nous ciblons spécifiquement les PME, PMI, les ménages. Le domaine du solaire aujourd'hui concerne tout le monde. Des écoles, même des projets. Bon, tout type de personnes nous approchent. C'est que ce soit des particuliers, que ce soit des organisations internationales. Nous avons des visites. Beaucoup de visites. Tout le monde vient. Il y a des cotations, des choses qui se font, des choses qui se discutent, des projets sont en cours, des trucs qui avancent vraiment. Aujourd'hui, ça se voit que la communication fait son travail. Le boulot que d'autres font déjà sur le terrain font leur travail. Nous voyons déjà les résultats. Donc, ce que je peux dire, c'est que envers la population, c'est faisable. Faites confiance au système solaire. Et nous, aujourd'hui, Ewari Group, nous sommes aussi à disposition. Nous sommes à disposition pour vraiment accompagner toute personne qui désire réaliser un projet. C'est le plus important. Aujourd'hui, nous ne disons pas forcément d'appeler Ewari Group pour une installation. Vous pouvez avoir le projet d'installation, mais vous pouvez appeler Ewari Group pour la contre-expertise. Parce que c'est un volet aussi qui est vraiment négligé. Vous appelez une entreprise, vous lui demandez de vous installer un système solaire et vous ne prenez pas une autre personne pour la contre-expertise. Donc la personne peut vous installer ce qu'il veut, sans contrôle. Donc, Ewari Group aussi est à disposition pour assurer la contre-expertise. Super. Aujourd'hui, à l'endroit donc de nos dirigeants et tout, vous êtes une entreprise aujourd'hui émergente, on va le dire ici, même si vous êtes toujours à cette phase où vous êtes en train de vous construire. Quel serait donc ce mot, quel serait donc ce lobbying ou encore cette sollicitation, cet appel à faire à l'endroit donc de nos dirigeants pour pouvoir faciliter le travail qui est en cours sur le terrain? Bon, déjà pour commencer, je remercie déjà nos dirigeants avec le travail qu'ils font déjà. Il y a la RSE, l'agence de régulation, qui fait un grand travail en mettant en place des lois et réglementations pour faciliter le travail sur le terrain et exonérer certaines tâches pour pouvoir rendre le truc vraiment accessible. Déjà, Ewari Group, ce serait une fierté qu'ils nous fassent confiance. Que s'il y a des projets à confier, nous sommes à disposition avec nos expertises, tout. Maintenant, l'autre volet, c'est le volet start-up des jeunes qu'il faut vraiment accompagner. Parce qu'aujourd'hui, se lancer en entrepreneuriat comme on avait déjà commencé, c'est pas facile. Et aujourd'hui, en tant que start-up, au Togo surtout, lorsqu'on commence comme ça et que les procédures administratives sont lourdes, il n'y a pas certains accompagnements, il y a des tâches qu'il faut payer, tout ça là, ça fausse un peu le cap. Maintenant, ce que je peux ajouter aussi, si le gouvernement tient vraiment à accompagner les jeunes, qu'ils mettent en place des sources de financement. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons quasiment pas de financement des banques. Mais des banques? Des banques. Beaucoup plus des banques. Nous n'avons pas de financement. Sinon, moi je te parlerai peut-être sur ce plateau du fonds aux appuis des initiatives jeunes, notamment FAEJ et tout. Voilà, FAEJ, on en a entendu parler, on est dans les procédures pour pouvoir s'approcher du FAEJ. Et c'est dans ce sens aussi que je veux parler, c'est que si le gouvernement peut vraiment mettre en place des mécanismes, plusieurs fonds, des institutions qui vont vraiment nous faciliter les choses, en se disant que bon, vous êtes jeune, quand vous avez l'opportunité, vous pouvez au moins le réaliser. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez beau avoir le marché, mais quand vous n'avez pas le financement, je parle en général, parce que pour peut-être certains,
comme nous qui arrivons à trouver le financement et exécuter les marchés. Peut-être c'est pas le cas chez d'autres. Mais ça va, si vous comprenez ce que je dis. Donc il faut vraiment un travail de restructuration, d'organisation dans ce sens pour pouvoir mettre le financement nécessaire à disposition. Je pense que c'est mon deuxième point. Mon troisième point, Faège aussi fait quelque chose déjà. Il faut que ça s'élargisse un peu plus. Mais des formations sur la recherche de financement. Le financement se lance. Mais est-ce que nous avons les capacités, nous avons les experts pour pouvoir monter un bon dossier pour pouvoir trouver le financement. C'est le plus gros challenge. C'est monter un bon dossier. Monter un bon dossier parce que aujourd'hui, vous pouvez être bon techniquement, mais si vous ne montez pas un bon dossier, c'est compliqué. Qui montre vraiment vos chiffres, vous savez ce qu'il vous faut, c'est compliqué. Vous voyez. Donc c'est un peu mon point de vue envers le gouvernement, parce qu'il y a du travail qui se fait, mais c'est mon point de vue. Il faut vraiment accompagner des projets et réorganiser un peu le secteur, donner la main beaucoup plus aux jeunes entreprises qui font beaucoup de l'effort déjà sur place pour les booster, même si c'est un deux projet, voir un peu ce que le jeune propose, qu'est-ce qu'il propose en réalité, et on va essayer de le booster, parce que c'est aussi ça le challenge. Il y a des entreprises vraiment à Lomé, pas forcément Waré Group, d'autres entreprises qui développent des projets. Moi je vois beaucoup de projets, il y a beaucoup de talents, beaucoup de choses qui se font, mais il faut qu'on nous booste un peu avec de petits projets, des petits coups de pouce, des petits trucs comme ça. La facilité, c'est pas trop une bonne chose, bon, selon moi, mais au moins quelques coups de pouce, quelques facilités pour amener le jeune à avancer. Super. Alors, certainement un dernier mot donc sur ce plateau, puisque nous tendons donc la fin de cet entretien, et également s'il y a peut-être des contacts pour ceux qui sont vraiment intéressés à en savoir davantage et à bénéficier donc de vos expertises. Ok, bon, déjà, Waré Group est situé dans la cité CNSS de Baguida. Dans la cité, dès que vous venez à la cité, vous nous trouvez. Vous pouvez nous joindre aussi au plus 228 92 40. Je vais mettre un plus 228. Voilà, 92 40 57 48. Ou bien je rappelle plus 228 92 40 57 48. Oui. Voilà. Et vous pouvez aussi nous écrire à info@ewaregroup.org. EWAREGROUP.org. info@ewaregroup.org. Ok, groupe, il n'y a pas E. Il n'y a pas E. Super. Voilà. .org parce que Ewaré Group en été c'est un groupe. C'est un groupe. Bon, il y a des projets qui arrivent. Mais pour l'instant, c'est un peu ça. Super. Alors, en tout cas, merci Monsieur Louis d'être passé chez nous. Merci. Et on espère en réalité d'abord bon vent à Ewaré. Merci. Et également, je pense que vous avez dit assez de choses à l'endroit donc de nos dirigeants. Voilà. Et j'espère que les années à venir, on retrouvera Ewaré peut-être comme Ecobanqueti également aujourd'hui dans le pays. C'est notre vision. C'est notre vision surtout. Devenir une grande entreprise du secteur et apporter notre retouche au secteur climat surtout, que nous touchons beaucoup. Parce que le climat est un pivot de ce que nous faisons aujourd'hui. Et aussi il y a l'accord de Paris qui est là. Aujourd'hui, je vais ajouter un truc rapidement. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas au courant de l'urgence. Voilà, nous vivons les catastrophes, nous vivons le changement climatique, des inondations, des trucs, mais on ne se pose pas beaucoup de questions. Il y a beaucoup de trucs qui se posent, il y a beaucoup de trucs qui se passent, surtout en changement climatique. Ça veut dire le climat, nous avons beaucoup de problèmes et il y a plusieurs directives qui se mettent en place. Comme je viens de le dire, l'accord de Paris qui a fixé des objectifs pour vraiment sauver le monde. Mais bon, tout le monde n'y croit pas, mais moi j'y crois. Surtout étant membre du Conseil mondial de l'énergie, on y travaille sur plusieurs aspects, plusieurs initiatives, plusieurs stratégies pour vraiment trouver des solutions. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long donc, de cette émission. Nous sommes naturellement arrivés donc, à la fin. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. À très très bientôt. Au revoir.